Donc bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série consacrée à la microbiologie. Avant d'aller plus loin dans cette science, il est essentiel de comprendre les concepts clés et les notions de base. Donc on commence par le premier point fondamental à connaître. C'est quoi la microbiologie? La microbiologie, c'est l'étude des micro-organismes invisibles à l'œil nu. Mais attention, quand on parle de micro-organismes, il ne s'agit pas uniquement des bactéries. Ce terme englobe tous les êtres vivants microscopiques d'une taille inférieure à 1 millimètre et invisibles à l'œil nu. On distingue deux grandes catégories des micro-organismes. On dit les micro-organismes, les microbes et ou bien les prosites. On distingue deux grandes catégories des micro-organismes, les prosites inférieurs et les prosites supérieurs. Les prosites supérieurs ou bien les eucaryotes ce sont les micro-organismes possèdent un noyau comme les protozoaires, les champignons microscopiques et les algues microscopiques. Et les prosites inférieurs ou bien les prokaryotes sans noyau comme les bactéries. Et aussi, on peut classer les virus comme un cas particulier parce qu'ils sont considérés comme acellulaires, ne sont pas classés parmi les êtres vivants parce qu'ils dépendent d'une cellule hôte. Donc, et pour comprendre comment cette science s'est développée, euh, on doit parler sur l'historique de la microbiologie. Donc, l'historique a été commencé en 1665 par Robert Hooke, qui est le père de la théorie cellulaire. La plus petite unité, c'est-à-dire il a démontré que la cellule, c'est la plus petite unité structurale d'un organisme vivant. D'accord? Après, euh, après euh, il a été un homme qui a révolutionné la microbiologie, qui est Anthony Van. C'était un amateur passionné de physique et d'optique. Il a perfectionné le microscope. Il a été le premier à observer les cellules microscopiques. Il les appelait les animalcules. Donc, il a appelé ces micro-organismes des animalcules. Il a observé l'eau de pluie, sa propre matière fécale et la matière prélevée de ses dents. Et c'est un peu l'exemple de comment la passion peut changer l'histoire. Anthony Van n'était ni biologiste ni médecin, mais son intérêt pour les instruments optiques a ouvert la voie à la microbiologie moderne. On passe à la deuxième étape de l'historique, c'est le controverse sur l'origine de la vie. Euh, donc, euh, il a été, c'est-à-dire à cette époque, beaucoup de scientifiques pensaient que les êtres vivants euh, pouvaient apparaître spontanément à partir de la matière inerte. Donc, c'est ce qu'on appelle la théorie de la génération spontanée, défendue par Aristote. Donc, on croyait que les micro-organismes vivants naissent de végétaux et d'animaux en décomposition grâce à une mystérieuse force vitale. C'est-à-dire, euh, pourquoi cette croyance? Tout simplement parce qu'à l'époque, les scientifiques n'avaient pas les outils pour comprendre l'origine de la vie. Elle explique alors ces phénomènes par des notions mystiques et spirituelles. Et oui, mes amis, à un moment donné, cette science était expliquée par des théories surnaturelles. Mais il y a toujours une personne qui dit non, c'est faux. Donc,
on continue avec la théorie de la génération spontanée. Euh, donc, cette théorie a été confirmée notamment par les expériences de John Needham en 1745, qui démontrent la croissance des micro-organismes dans des flacons contenant des bouillons de viande ou de maïs. Donc, c'est ces bouillons furent chauffés avant d'être enfermés dans des flacons. Puis, puis Lazaro, il a démontré que les micro-organismes viennent de l'air et pas de la force vitale. Needham, il a démontré, il a confirmé par la théorie de génération spontanée, mais Lazaro, il a démontré que le flacon de Needham n'était pas étanche. Il ferma les flacons avant le chauffage et aucune croissance ne fait observer. Donc les micro-organismes proviennent de l'air. Et ces travaux furent critiqués par Needham. Needham, il a pensé que les bouchons ont empêché l'entrée de la force vitale. Et ensuite, Lavoisier, il a dit que la fermeture des flacons empêche l'entrée de l'oxygène nécessaire à la vie. Toutes ces théories créent un débat entre la génération spontanée et la biogénèse. Il y a des scientifiques, ils ont essayé de expliquer d'une manière logique et d'autres, ils croient la théorie spontanée. Et comme j'ai dit précédemment, il y a toujours une personne qui dit non, c'est faux, et cette personne était Louis Pasteur. Louis Pasteur, il a fini le débat. Louis Pasteur reste, c'est-à-dire euh, il a pris en charge cette question. Il montre que aucun micro-organisme ne se développe dans un ballon fermé et stérilisé contenant de la matière organique. Donc, la génération spontanée n'existe pas. Il a affirmé la biogénèse, c'est-à-dire l'apparition de la vie dans une solution non vivante, provient de la contamination par des micro-organismes présents dans l'air. Et on peut dire que la vie ne naît que de la vie. Donc, l'expérience de Pasteur acheva la théorie de génération spontanée. Grâce à cette image, vous pouvez comprendre cette expérience. Et la microbiologie est devenue une science à part entière lorsqu'on a réussi à obtenir des cultures pures grâce au développement de milieux de culture gélosés et les boîtes de pétri, aussi grâce à la fabrication de microscopes plus puissants que les premiers loupes et l'élaboration de colorations spécifiques. En 1800, ou bien on peut dire que c'est-à-dire le premier qui a démontré la relation directe entre les micro-organismes et les maladies infectieuses, c'était Robert Koch. C'est un médecin allemand. En étudiant la tuberculose et son agent Mycobacterium tuberculosis, et pour affirmer cette causalité, il faut vérifier plusieurs critères rassemblés sous le nom de postulat de Koch. Donc, le micro-organisme doit être présent dans tous les sujets malades et absent chez les sujets sains. Le micro-organisme doit être isolé et cultivé en culture pure. Et à partir de ces cultures pures, on doit être en mesure de provoquer la maladie par inoculation expérimentale. Et comme ça, ils ont démontré cette relation entre la maladie et les bactéries. En même temps, et par la suite, d'autres scientifiques célèbres comme Tyndall
et Sergi et Martinis, ils ont développé des travaux dans la microbiologie, comme la découverte des spores, les travaux sur les bactéries nitrifiants, les bactéries fixatrices de l'azote, etc. Donc, maintenant, on passe à la place des micro-organismes dans le monde vivant. Depuis leur découverte par Anthony Van, la place des bactéries dans le monde vivant a beaucoup évolué. Le botaniste Carl van Linné élabora une première classification des organismes vivants en deux règnes, les plantes et les animaux. En 1857, Carl Van proposa de classer les bactéries et les champignons dans le règne des plantes. Donc, pour comprendre la classification, on doit parler sur, j'ai choisi pour vous, ou bien on doit parler sur ces classifications de plusieurs scientifiques. Ils ont classé les micro-organismes. Par exemple, Haeckel, en 1866, il divise le monde vivant en trois règnes, le règne animal, le règne végétal et le règne des protites, qui rassemblent les algues, les protozoaires, les champignons et les bactéries. Après, Edward Shatton, il a fait la distinction entre les cellules eucaryotes et les prokaryotes. Grâce à l'invention du microscope électronique, Edward Shatton mit en opposition deux types de cellules, la cellule eucaryote et la cellule prokaryote. En 1938, ils ont séparé le règne des bactéries de celui des protites et cette définition des prokaryotes fut renforcée en 1961 par Roger Stanier. On passe à la classification de Murray. En 1968, Murray, dans la continuité de travail de Edward Shatton, il a divise le monde vivant en deux règnes, celui des eucaryotes et celui des prokaryotes ou bien Monera. Au sein du règne de prokaryotes, Murray distingue 4 divisions retrouvées dans le manuel de Burkey. La division regroupe les bactéries à Gram négative, la division des firmicutes qui regroupe les bactéries à Gram positif, la division des tenrichites, les bactéries dépourvues de parois et la division des mendocytes ou bien les archébactéries. Après, en 1969, Robert Hooke décrit une classification, c'est par Whittaker. Il a décrit une classification en 5 règnes, 4 règnes eucaryotes, animal, végétal, champignons et protites. Les prokaryotes se regroupent dans le règne des monaires. Bien qu'elles ne peuvent s'accorder, les deux classifications de Edward Shatton et Whittaker ont existé simultanément pendant une longue période. Et enfin, la classification génomique selon Woese en 1978. Le développement des techniques, grâce au développement des techniques de biologie moléculaire, a permis de caractériser les gènes qui codent pour les ARN ribosomiques en comparant une multitude de séquences d'ARN R16S appartenant à divers organismes vivants. Et il est arrivé à diviser les organismes vivants en 3 domaines, le domaine des bactéries ou Eubacteria, le domaine des archées et le domaine des eucarya, les animaux, les plantes, les mycètes et les protites.
Enfin, on passe à les caractéristiques générales de la cellule prokaryote. Donc, on commence par les prosites. Les prosites se sont définis par des propriétés communes et spécifiques, leur taille microscopique, leur organisation simple et unicellulaire pour la plupart. Si pluricellulaires, alors leurs cellules sont équivalentes, sans aucune différence morphologique, physiologique ou fonctionnelle. Les prosites se distinguent des animaux et des végétaux par leur structure, leur physiologie et leur écologie. Ensuite, la structure et la fonction. Les cellules animales et végétales sont incapables d'exister indépendamment de leur organisme. La taille réduite des prosites confère des avantages physiologiques. Un rapport surface-volume supérieur à celui de tous les organismes vivants, ce qui permet des échanges, des interactions remarquables avec le milieu, sans oublier une dissémination et une distribution dans la nature unique et impressionnante. Par rapport à la reproduction, les prosites et en particulier les bactéries ont des modes de reproduction simples, spécifiques et rapides. Escherichia coli, par exemple, se produit par simple division binaire en 20 minutes. Et cela se produit bien sûr en conditions optimales de culture en laboratoire. Et par rapport au métabolisme, les micro-organismes et en particulier les bactéries ont une propriété fondamentale qui est la diversité de leur métabolisme. Individuellement, chaque micro-organisme est spécifiquement adapté à la métabolisation d'un nombre plus ou moins limité de substrats, ce qui explique leur distribution en fonction de caractéristiques nutritionnelles et physico-chimiques du milieu. Et par rapport à leur écologie, les micro-organismes se sont ubiquitaires. Ils sont présents dans tous les systèmes. Ubiquitaires, ça veut dire qu'ils sont présents dans tous les systèmes. Dans les mers, les océans, ils constituent la biomasse qui nourrit l'ensemble de faune marine. Dans le sol, ils jouent un rôle dans la décomposition de la matière organique, la fourniture de l'azote assimilable aux plantes, la minéralisation de la matière organique, les micro-organismes qui participent activement au équilibre gazeux de l'atmosphère en étant à la fois producteurs et consommateurs d'oxygène, d'hydrogène, d'azote, de CO2, de CH4. On trouve aussi dans le langue de l'appareil digestif des animaux, il y a des micro-organismes qui sont dangereux aussi, qui peuvent coloniser le tube digestif et nous rendre malades. La majorité d'entre elles sont apportées à la naissance par la mère, puis par l'environnement et la nature. Tout au long de la vie, les populations évoluent. Et par rapport à l'organisation biologique des prosites, les prosites se répartissent selon 3 différentes organisations biologiques, unicellulaires, pluricellulaires ou bien coïnocytiques. Donc par rapport à les prosites unicellulaires, c'est le cas de la plupart des prosites, comme les bactéries, les levures et de nombreuses algues. Une cellule unique qui se suffit à elle-même et qui constitue un organisme complet et autonome, doué de toutes les fonctions de la vie, de nutrition, de croissance et de reproduction. Et on distingue aussi les prosites et pluricellulaires. Ce sont principalement les champignons et les algues formées de plusieurs cellules identiques sans aucune différence structurelle ou physiologique. Donc, nous avons vu aujourd'hui les bases de la microbiologie, sa définition, son histoire, les premières notions sur les micro-organismes et les cellules prokaryotes. Dans la prochaine vidéo, nous allons explorer la classification des micro-organismes et leur rôle dans l'environnement. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner pour ne rien manquer. Et à très bientôt pour la suite.